Avec la série Éducateur Summer qui s'est déroulée sur tout le mois de juin, où je vous propose 28 solutions, 28 astuces pour réussir à gérer quand même tout l'été quand on est éducateur canin et que les clients ils sont partis en vacances ou qu'il fait trop chaud pour faire les cours, etc. Vous trouvez quand même des astuces pour réussir à avoir du chiffre d'affaires et à quand même avoir des clients malgré tout sur juillet-août. Du coup, avec tout ça, j'ai pris du retard sur le courrier des auditeurs et du coup, je vais traiter aujourd'hui trois questions qui m'ont été posées sur le courant du mois de mai. Désolée du coup pour le délai de réponse. Alors, la première question, c'était, je vais reprendre mon petit pense-bête. La première question, c'était Lucie qui me dit, mon site fait 300 à 500 visites par mois, mais aucun appel. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des appels? Alors déjà, Lucie, ce qui est cool, c'est que tu as des visites sur ton site. Ça, c'est déjà très bien. L'idée maintenant, ça va être de convertir. Donc toi, t'as pas un problème d'acquisition de visiteurs sur ton site, tu as un problème de conversion de ces visiteurs-là. Donc du coup, tu peux, je pense, explorer plusieurs pistes sur ton site. Est-ce que ton site internet, en gros, c'est une carte de visite, tu vois, ou est-ce que tu as mis quand même des appels à l'action? Est-ce qu'on comprend tout de suite ce que tu fais, ce que tu proposes, etc. Ou est-ce que tu as juste mis bonjour, je m'appelle Lucie, je vous propose ça, et puis c'est tout quoi. Puis on sait pas vraiment qui tu es, on sait pas vraiment quelles sont les différences avec tes concurrents, on sait pas si tu as une spécialité, est-ce que tu l'as mise en avant cette spécialité? Est-ce que tout ça s'est mis en avant ou est-ce que tu as juste le même site internet que tous les autres collègues du coin et où du coup ben le client finalement il a juste à faire un peu de la comparaison entre tout le monde et aller chercher le site le moins cher. Là c'est pas bon. Donc tu as ça déjà à te poser comme question. Est-ce que tu as aussi mis un vrai appel à l'action, tu vois, dans ton site internet? Est-ce que régulièrement tu as mis contactez-moi, tel numéro, si vous avez des questions, voici mon adresse mail. Est-ce que tu as fait un peu de storytelling sur ton site internet? Est-ce que tu as réussi à rassurer suffisamment ton client, à le séduire suffisamment sur ton site internet? Enfin, tu vois, il y a pas mal de choses comme ça à modifier sur le site internet pour être sûr, justement, qu'ils puissent convertir tes clients. Ça, c'est super important. Si ton site, c'est juste une carte de visite qui mentionne qui tu es, ce que tu fais, tes tarifs et point, c'est trop froid en fait. Tu vois, c'est pas assez différenciant par rapport à tes concurrents. Et donc, du coup, tu perds tes clients. Donc voilà, pour avoir des appels, ça passe par le site et ça passe aussi par la page Google My Business. Est-ce que tu es bien référencé sur Google Maps? En général, c'est plus que Google Maps qui ramène les appels que réellement le site internet. Donc, est-ce que tu es bien référencé sur Google Maps au bon endroit? Est-ce que tu as optimisé correctement ta fiche Google My Business? Est-ce que tu as mis des photos? Est-ce que tu as suffisamment d'avis? Enfin, là, il y a pas mal de choses en fait qui entrent en compte aussi pour que les gens t'appelles toi et pas quelqu'un d'autre. Pareil sur ton site internet, tu peux mettre de la preuve sociale, tu peux mettre des photos, des vidéos de tes séances, tu peux mettre un lien vers les avis Google ou directement copier-coller des avis Google pour vraiment que la personne qui visite ton site ait suffisamment confiance du coup. Euh, voilà ce que je vois du coup comme solution déjà dans un premier temps à apporter à ton site. Donc du coup si tu veux qu'on le fasse ensemble, il n'y a pas de souci, on pourrait le faire ensemble, mais j'ai pas pu faire un audit complet de ton site internet. Donc voilà, toutes les questions, pose-toi toutes ces questions-là que je viens de te donner là, et puis tu vois si tu coches vraiment toutes les cases. À ce moment-là, tu viens me voir et on en reparle et on va voir en profondeur du coup ce qui va pas sur ton propre site internet. Alors, j'ai une deuxième question, c'est la question de Océane qui me dit, en gros, est-ce que le fait de travailler à domicile, ça te fait pas peur en tant que femme, du coup? Et du coup, je me suis pas vraiment posé la question, moi. C'est vrai que ma mère, elle m'en avait parlé à l'époque où j'ai commencé. Elle était un peu inquiète pour moi, effectivement, enfin voilà, tu vas chez des gens, tu les connais pas. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, comment ça peut se passer si jamais il y a un danger ou quoi? Et moi, je pense que je dois être trop naïve, mais c'est vrai que je me suis jamais trop posé cette question-là. Euh, à savoir que je pense qu'on peut aussi attirer une certaine clientèle. Du coup, comme j'ai des tarifs qui sont un peu élevés, ça filtre pas mal sur une certaine clientèle en tout cas. Et du coup, moi, je me suis jamais sentie en danger, en tout cas quand je vais chez quelqu'un. Si jamais je le sens pas au téléphone, c'est mort d'avance. Enfin, je veux dire, j'ai déjà eu des gars bourrés au téléphone ou j'ai déjà eu des gens qui parlent bizarrement et tout. Enfin, voilà, ces gens-là, je les filtre direct. Je me déplace pas, ça c'est clair et net. Je les prends pas en client. Donc, il y a déjà ce point-là, je pense. Et puis, il y a le feeling. En fait, si le feeling il passe pas au téléphone, moi, je vais pas plus loin.
Et puis après, peut-être si c'est quelque chose qui vraiment vous fait peur à tous et à toutes, du coup ça s'adresse plutôt aux femmes, même si je ne vais pas rien stéréotyper ou rien cataloguer. Euh, mais c'est vrai que c'est peut-être certainement une peur qui se ressent plus chez les femmes que chez les hommes. Dites-moi les hommes, les auditeurs hommes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous, si vous avez déjà reçu aussi, enfin si vous avez déjà ressenti ce genre de peur en allant chez quelqu'un, chez un client. Je pense qu'il y a le fait d'envoyer un message, peut-être de dire à vos proches l'adresse de la personne chez qui vous vous rendez pour la séance, pourquoi pas, avec un agenda partagé avec votre conjoint, votre conjointe ou vos parents, ou des choses comme ça, ils savent tous où vous êtes, à quel moment, etc. Pourquoi pas, de bien toujours garder son téléphone avec de la batterie, enfin voilà, des petits trucs de sécurité basique. Maintenant, de là à me trimballer avec une bombe au poivre dans mon sac à main, moi, il faudrait que je me sente vraiment en insécurité pour que je vienne à en arriver là. Maintenant, j'habite à la campagne et je me sens pas du tout en insécurité là où je suis. J'imagine qu'il y a certains endroits, certaines zones, certains quartiers où vous vous sentez moins en sécurité que d'autres. Et donc, du coup, pourquoi pas effectivement se mettre en sécurité avec certains outils dans le sac à main. C'est vrai que c'est une question, je me suis jamais vraiment posé cette question-là. Moi, je me sens pas en insécurité là où je suis, dans la manière dont je travaille, etc. Je travaille avec des clients qui sont toujours hyper adorables. Enfin, voilà, je travaille avec une clientèle où j'ai vraiment jamais eu aucun problème avec eux. Bon, j'imagine qu'il suffit d'un drame pour que je change d'avis sur le sujet. Je le souhaite à personne, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre en place déjà en amont pour filtrer la clientèle et pour être sûr d'aller déjà dans une clientèle fiable, chez des gens qui sont fiables, et puis de se mettre en sécurité basiquement comme un date, hein, finalement. Hein. Je veux dire, j'imagine, enfin, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari, donc ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de date, mais j'imagine qu'il doit y avoir certaines solutions de sécurité, comme donner le numéro de téléphone de la personne, l'adresse de la personne ou du restaurant dans lequel on va, etc., pour que les gens soient au courant, enfin vos proches soient au courant en fait où vous êtes et avec qui vous êtes. Je pense que ça c'est la base. Après, bon ben voilà, j'ai pas trop d'autres, mais n'hésitez pas à me dire. En fait, là c'est pas tellement que je vais répondre à cette question, c'est plus un ressenti. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà ressenti ça quand vous êtes allé en séance ou si vous mettez des choses en particulier pour votre sécurité. Euh, Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont peur du coup d'aller faire du à domicile à cause de ça? Ou est-ce que vous êtes tous comme moi aussi naïfs à vous dire que voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Enfin, je serais curieuse en fait d'avoir votre retour parce que c'est une discussion que je n'ai jamais eue du coup avec mes collègues ça. Peut-être si on peut partager ces retours d'expérience là dans un prochain épisode. Si vous avez des astuces, des choses comme ça, pourquoi pas, ça peut être vraiment utile pour certains d'entre vous. Et du coup, la troisième question que j'ai reçue ces dernières semaines, enfin, la troisième que je voulais en tout cas traiter aujourd'hui, c'est Émilie qui me dit, qui rebondit sur un des épisodes que j'ai fait il y a quelques semaines sur le blogging, le fait de créer des articles de blog sur votre site internet. Et elle me dit, le problème c'est qu'aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT pour répondre aux questions. Les clients, ils utilisent ChatGPT. Donc à quoi ça sert concrètement de faire des articles de blog, sachant que personne ne va les lire? Le truc, c'est que les articles de blog, déjà d'une, tout le monde n'utilise pas l'IA, c'est faux. Il y a encore une très grosse partie qui utilise encore simplement Google, hein, basiquement. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut bien donner de la matière à l'IA, parce que l'IA s'entraîne quand même sur du contenu. Et puis, si on veut apparaître justement dans l'IA, eh ben, il faut pouvoir y apporter matière pour apparaître, qui puisse sourcer ses dires, ses propos, et donc du coup, qui puisse mettre notre article de blog à nous en source. Ça, c'est déjà top. Il y a aussi le fait que les articles de blog, l'idée c'est d'apparaître au niveau SEO, d'optimiser le SEO du site internet en mettant plein de mots-clés sur votre spécialité, votre différence, l'endroit où vous habitez, etc. Donc ça, c'est hyper important pour moi d'avoir suffisamment de pages sur le site internet qui expliquent justement tout ça. Et puis, les articles de blog, il y a aussi autre chose, c'est que c'est un média, et par les articles de blog, il y a votre personnalité qui doit transpirer. C'est pour ça que si tous vos articles de blog sont créés par ChatGPT, en vrai, ça n'a aucun intérêt. Les articles de blog, l'idée, c'est plutôt de mettre votre authenticité, votre personnalité, ce que vous ressentez vraiment, ce que vous pensez vraiment. Si par exemple vous avez trouvé des astuces pour X, je sais pas, on va parler, imaginons de la propreté du chiot, si vous mettez des choses en place personnellement, avec vos propres chiots, avec les chiots de vos clients,
c'est l'occasion de les mettre justement sur les articles de blog. Si c'est pour faire un article de blog complètement générique qui redit exactement la même chose que les 250 000 autres articles sur la propreté du chiot, effectivement, ça n'a aucun intérêt à part un peu le SEO et ce qu'on disait. Mais l'idée de l'article de blog, c'est vraiment de parler de manière authentique. Et donc, du coup, si vous avez des astuces, si vous avez une vision complètement différente, si par exemple, vous avez la vision de c'est OK de mettre des training pads pour le chiot et je vais vous expliquer pourquoi les bons arguments on met des training pads, bah OK, go. Enfin, il y a des gens qui vont se reconnaître justement là-dedans, qui vont en avoir besoin de ces conseils-là et à qui ça va plaire. Donc, plutôt que de faire comme tout le monde en disant jamais, on mettait jamais de cage, mettez jamais de training pad, ne disputez jamais, et puis sortez le chien toutes les 15 minutes, comme ça vous êtes sûr. Non, 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 si c'est pour dire un peu la même chose que tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous avez un avis qui est très tranché sur la question et que vous avez quelque chose d'autre à apporter à cette vision-là, ben justement, c'est pas via un article de blog que ça peut marcher. Donc, et puis l'article de blog, après, il peut se décliner en plusieurs autres contenus. Vous pouvez en faire un réel, le transformer juste quelques phrases, un paragraphe en un réel que vous allez publier sur Insta. Vous allez pouvoir faire une newsletter, vous allez pouvoir faire d'autres contenus en fait directement. Donc, d'un article de blog, déjà, ça peut se décliner sur d'autres trucs dont vous gagnez du temps pour la création de contenu. On peut comprendre votre personnalité, votre patte, votre manière de parler, votre manière de voir les choses, de voir l'éducation du chien, de voir la relation avec le chien, etc. Euh, donc pour moi, vraiment, les articles de blog, c'est super important. Et ça n'a rien à voir avec le fait que oui, les gens vont poser une question de mon chiot, il est pas propre, ils vont poser la question à ChatGPT, comment est-ce que je peux faire? Il y a des gens qui vont faire ça. Et puis, ChatGPT, il va donner les astuces hyper basiques qu'il a retrouvées directement sur tous, justement, les autres articles de blog qu'il a pu trouver sur Google. Mais ça, c'est pas ça qui va régler le problème. Ou en tout cas, ça va régler le problème d'une certaine partie de la population, mais pas de toute la population. Et c'est pour ça, en fait, que... Parce que ta question, en gros, quand tu me dis, Émilie, quand tu me dis... pourquoi les gens ils iraient sur mon article de blog pour avoir la réponse alors qu'ils ont la réponse à ChatGPT, bah, je vais te poser la question différemment. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient te voir toi, tout court, puisqu'il peut avoir les réponses sur ChatGPT? Et du coup, tu es d'accord que notre métier, il est pas mort à cause de ChatGPT. ChatGPT, déjà, il dit de la merde, plein, souvent, voilà. ChatGPT, il n'a pas les infos précises sur le chien, sur la relation qu'il a avec le maître, sur le caractère du maître, etc. Parce que c'est biaisé. La personne, elle va dire à ChatGPT, mon chien a un problème de propreté, comment est-ce que je vais faire? Toi, en tant que pro, quand tu vas te déplacer chez le client, tu vas lui dire, mais en fait, il n'a pas un problème de propreté, mon votre chien, il a un problème d'anxiété. Ou en fait, il n'a pas un problème de propreté, il a un problème ce qui fait pas, il urine pas de malpropreté parce il sait pas se retenir. Il urine parce que ben dès que vous haussez le ton sur votre gamin, en fait, il le prend pour lui et c'est pour ça qu'il urine. Ou ben parce que quand votre gamin il court dans tous les sens en agitant la tapette à mouche, c'est du vécu ça hier avec mon fils, en agitant la tapette à mouche, et ben c'est ce qui fait stresser votre chien et c'est pour ça qu'il urine. Et ChatGPT, il va pas poser toutes ces questions, il a pas la vue en fait extérieure que toi tu vas avoir en allant chez ton client, et donc du coup il va pas donner les bons conseils. ChatGPT, il va dire il faut sortir le chien toutes les heures, et puis après qu'il ait mangé, puis après qu'il ait bu, puis après une sieste, et puis après un moment de jeu, puis tous les conseils qu'on voit partout. Mais ça, c'est pas ça qui va régler la propreté du chien de ce chien-là en fait. Donc du coup notre travail à nous, il est encore hyper important parce que c'est notre expertise qui entre en jeu et c'est la valeur justement de toutes les expériences qu'on a eues avec nos clients, qu'on a eues avec notre propre expérience personnelle et tous les articles de blog qu'on a lus justement et toutes les vidéos qu'on a regardées, toutes les formations qu'on a pu faire auprès des collègues, etc. Ça, ChatGPT, il l'a pas. Donc, quand tu me dis pourquoi est-ce qu'il lirait mes articles de blog, c'est peut-être que tes articles de blog sont trop généralistes et n'apportent effectivement rien à ton client. Il aurait eu la réponse, que ce soit chez toi ou ailleurs, il aurait eu la réponse. Donc, vois tes articles de blog comme quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus authentique, qui vont réellement répondre à un besoin de ton client, à un besoin qu'il ne retrouve pas, du coup, sur le reste de la toile. Et puis, même s'il trouve la réponse sur le reste de la toile, c'est ta manière à toi de l'expliquer, c'est ta pédagogie, c'est les mots que tu vas employer, c'est les exemples que tu vas employer qui vont faire que le client, ça va tilter dans sa tête et qu'il va comprendre où il a fait ses erreurs et ce qu'il faut qu'il modifie. Donc il est là ton rôle. Et avec tes articles de blog, il est là ton rôle. Et dans ton rôle en tant que pro et ton rôle en tant qu'article de blog.
Voilà, Émilie. Donc, du coup, c'est pas parce que ChatGPT est présent que notre métier est mort. Fais continuer à faire tes articles de blog. T'es pas obligé d'en faire 3 par semaine, clairement pas. T'en fais un ou deux par mois, c'est suffisant pour le référencement de ton site. Maintenant, si t'adores écrire, go, quoi. Mais pense bien à ne pas faire des articles qui sont écrits par ChatGPT. Tu peux... moi, j'utilise ChatGPT. En gros, je lui donne mes idées. Je réfléchis au titre, enfin, au sujet de l'article. Je lui donne toutes mes idées. Et je lui demande de mettre en forme, on va dire, cet article-là. Mais c'est pas, j'ai pas dit à ChatGPT, fais-moi un article sur tel sujet. Je lui ai dit, voilà le sujet que je veux aborder, voilà ma vision à moi, voilà ce que j'aime pas dans ce sujet-là, et voilà ce que je veux aborder sous tel angle. J'ai un prompt qui fait 3 pages, et puis du coup il me le met en page et il m'écrit. Et après c'est moi qui remodifie derrière les textes pour que essayer que ça fasse un peu moins traité par l'IA, etc. Et que ce soit quand même un peu ma patte à moi et pas la patte de l'IA. Mais dans le fond, ce sont mes idées à moi. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Quand tu crées tes articles, n'utilise pas ChatGPT pour te créer l'article, tu l'utilises juste pour correctement structurer du coup tes idées, les paragraphes, les titres, etc., etc. Voilà, normalement j'ai rattrapé mon retard, en tout cas pour ces 3 questions-là. J'en ai d'autres à rattraper, mais qui datent d'un petit peu moins longtemps, donc je me mets un peu moins la pression pour celle-là. On reprend le rythme classique d'un épisode par semaine le samedi, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, je vous disais que j'arrête les épisodes du courrier des auditeurs du mercredi parce que j'avais besoin de récupérer du temps pour un gros projet qui arrive je vais essayer de le faire. Je vais essayer je vais tout le créer en sous-marin, on va dire, sur la fin 2026 pour essayer qu'il sorte en 2027. Donc, vous en saurez plus à ce moment-là, mais en tout cas, j'avais besoin de récupérer du temps. Et pour ceux qui ont besoin d'un coup de main, justement, qui ont des questions en attente et qui aimeraient ne pas attendre un mois et demi pour recevoir cette réponse et puis d'avoir des réponses réellement personnalisées par rapport à votre cas personnel à vous, eh bien, ça se fait sur tremplin-temps-plein.fr avec la formation Éduc à temps plein accompagnée de l'accompagnement mensuel par abonnement, où là, je vous tiens la main, je réponds à toutes vos questions et je m'adapte réellement à votre cas précis. Ce qui fait que vous avez un accompagnement individualisé et pas juste une formation théorique basique, on va dire, que vous pourriez retrouver partout. Je vous dis à bon week-end et puis à samedi prochain pour le prochain épisode.